Salut tout le monde, c'est Tatoua, accompagné de Fred pour une nouvelle émission Comics versus Film. Aujourd'hui, on va essayer de regarder qui regarde les gardiens. Voilà, C'est pourri comme entrée en matière. bah, on la garde. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de Watchmen. Il y a une nouvelle série qui vient de sortir, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est la suite du comics Watchmen. Et comme on subodore que la plupart d'entre vous ont peut-être plus vu le film et moins lu le comics, Watchmen comics, il faut avoir 6-8 heures de courage devant soi pour attaquer le pavé. Voilà, donc on s'attaque à Watchmen. C'est parti. Alan Moore, encore lui, et Dave Gibbons au dessin. Tous les deux sont anglais, ont travaillé pour AD Comics. Alan Moore sur ses propres projets comme des Eric Winch ou Halo Jones, alors que Dave Gibbons était plus sur les gros titres, genre Judge Dredd, Doctor Who, etc. ABC Warriors. Dave Gibbon. Dave Gibbons, ouais. D'accord, ok. Dave Gibbons. Bah oui. Donc Watchmen, sorti en 1986, et la version film de Zack Snyder en 2009. Donc une adaptation sujette à polémique. Le truc, c'est que Alan Moore, déjà, a refusé, comme d'habitude, Oui, bon, ça. d'être nommé au générique. Quand Alan Moore, en fait, a créé Watchmen, c'est une époque DC Comics venait de racheter les personnages de Charlton Comics. Blue Beetle, La Question, Captain Atom. Charlton Comics, bon, ces beaux jours, ces gros personnages ont été créés par Steve Ditko. Alan Moore a dit, tiens, ben, je vais prendre ces personnages, et puis je vais écrire mon truc. Il a écrit une histoire qui commençait par le meurtre de Peacemaker. En lisant ça, le rédac chef, il a dit, bon, écoute, Alan, ton histoire, elle est très bien. Elle est super, géniale. Rien à redire sur l'histoire. Mais bon, on vient de faire un chèque pour acheter des personnages, donc tu vas pas me les tuer tout de suite. Et donc, il a dit, écoute, crée tes propres personnages. Donc, Alan Moore a créé des reflets, en fait, des personnages de Charlton, mais avec leur propre background, leur propre contexte. En parlant de contexte, on va donc attaquer celui de l'histoire, donc pour le coup qui est semblable que ce soit dans le comics ou dans le film. Déjà, c'est une uchronie, ça se passe donc dans les années 80-85, comme la date de sortie du bouquin. Si ce n'est que il s'est passé des choses en amont, en particulier l'apparition de Justicier et de Surhomme. Un surhomme qui est le Docteur Manhattan. Cette apparition de Docteur Manhattan va entraîner beaucoup de choses, et en particulier la victoire des États-Unis pendant la guerre du Vietnam, qui mène à une escalade de violence, une escalade dans la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. La guerre nucléaire est sur le point d'éclater. Voilà. Un des thèmes centraux de Watchmen, c'est l'horloge de l'apocalypse. C'est quelque chose qui a été créé en 48 pour calculer en fait si minuit est le temps du début de la guerre nucléaire. Voilà, on estimait que en 48 quand ça a été créé, qu'on était 5 minutes avant, je crois, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'horloges dans ce film ou c'est bon ? Il y a énormément d'horloges. Mais pourquoi il y a énormément d'horloges ? Puisque Watchmen, c'est un jeu de mots. Watch, ça veut dire garder. Donc Watchmen, les gardiens. Mais Watch, c'est également la montre. Et justement, l'horloge de l'apocalypse est présente à chaque début et chaque fin de numéro du comics. C'est le lien, en fait, entre tout ça, quoi. Donc on a le premier justicier masqué qui apparaît dans les années 40. Il s'agit dans le comics du juge masqué. Dans le film, c'est un petit peu différent. Hollis Mason, en fait, le premier hibou, raconte que au début, les premiers à utiliser des masques, c'était les bandits. Il s'est dit, avec d'autres policiers, pourquoi eux et pas nous ? Et ils ont commencé à se déguiser aussi. Dans la série qui vient de sortir, on est donc beaucoup plus proche de l'univers du comics, et le juge masqué revient, et on en apprendra plus sur ce personnage. Et donc, dans les deux cas, une fois que ce premier justicier est arrivé, les héros costumés vont se multiplier. D'abord les Minutemen, donc justement avec Hollis Mason et le juge masqué, puis les Watchmen. Mais ce qui est marrant aussi dans cet univers, alors bon, on sait que Alan Moore n'est pas un grand fan de super-héros. Pour un type qui n'aime pas les super-héros, il en écrit beaucoup quand même. Il en a écrit beaucoup. Mais dans la BD, il est fait référence à Superman en tant que comics qui est apparu dans les années 30. Et en fait,
l'industrie du comics de super-héros dans Watchmen s'est effondrée avec l'arrivée de Dr Manhattan. C'est même effondré à l'apparition du juge masqué. Il y a eu Superman, et puis derrière, il y a rien, quoi. Donc ça a très très vite décliné. Enfin, toujours est-il que le monde des comics en est chamboulé. Donc c'est un univers où le comics Superman existe, ce qui est un peu bizarre maintenant que Watchmen a fusionné avec l'univers DC et qu'ils se croisent, quoi. Oui, enfin ça, on va peut-être pas trop s'attarder sur les méandres éditoriaux de DC Comics. Puis, la série reprend ce contexte initial, simplement c'est 30 ans plus tard, donc je vous laissera découvrir un petit peu ce qu'est devenu le monde après l'épisode Watchmen. Mais une chose très importante dans le comics Watchmen, tout comme dans le film, c'est les personnages, en particulier ceux qui forment le groupe des Watchmen, même si on parle un peu de Lis Mason et de personnages annexes, il y a vraiment des séquences qui sont dédiées aux personnages, chacun leur tour, avant qu'ils arrivent un petit peu à se réunir, en tout cas certains d'entre eux. Le comédien, le premier qu'on voit, tout commence par sa mort. Quelqu'un qui est assez costaud pour balancer un super-héros depuis la fenêtre de son gratte-ciel pour qu'il aille s'écraser je sais pas combien d'étages plus bas. Dans le film, je pense que le personnage est assez fidèle. C'est un personnage très cynique. Et assez lucide sur la géopolitique et tout ça, tout simplement parce qu'il bosse pour le gouvernement, et donc disons que c'est lui qui a les mains sales pour le gouvernement. Beaucoup de personnes finissent par lui donner raison sur sa vision des choses. Que ce soit Rorschach, Ozymandias, tout le monde finit par s'accorder à dire que possible qu'il ait raison quand même. Ouais, il a pas tort, que tout est une farce. Dans le film, il a même pas son costume entier. Parce que en fait, il y a le truc, il a toujours le brushing et tout, son costume entier dans le comics, voilà, il a un masque SM, il annonce clairement la couleur, et il prend son pied quand il dézingue des gars, ou qui va latter le civil innocent. Ou dans le comics, on voit également quelques passages de sa vie passée avec ses opérations spéciales, parce qu'il travaille donc pour le gouvernement. Il est à la fois barbouze et super-héros, quoi. Pour la fin, il est plus barbouze qu'autre chose. C'est ça. Un dernier truc pour le comédien. Il a violé Sally des Minutemen. Il a failli. Voilà, mais sachant qu'il est dit après que de toute façon elle a recouché avec lui, il est devenu ainsi le papa de Laurie. Mais celle-ci ne l'apprendra que bien plus tard. Voilà. Maintenant que papa est une flaque sur le trottoir, parlons de Fifi. Donc Laurie, c'est le seulement féminin des Watchmen. C'est la fille de Sally, donc elle reprend le rôle de sa mère, de Silk Spectre. Le spectre soyeux. Voilà, un petit peu contrainte et forcée, c'est-à-dire que sa mère l'a éduquée, l'a entraînée pour reprendre son rôle de super-héroïne, de justicière, à son corps défendant peut-être, mais bon, on voit que finalement ça lui plaît quand même pas mal. Elle y trouve son compte quand elle est jeune et tout, mais après, elle pense que c'est une des meilleures choses qui lui soit arrivée quand même que la loi Keane passe. À la toute fin, quand elle reste avec le hibou, on sent qu'ils vont pas en rester là côté justice masquée. Dans le film, dans le comics, ils sont en fuite. Ils sont en fuite parce qu'ils ont carrément changé d'apparence. Voilà, elle est devenue blonde. Lui, il est devenu blond aussi. La moustache. C'est ça. Et puis, ils sont en fuite parce qu'ils sont devenus des délinquants parce que les flics savent qui ils sont. Alors, bon, un truc quand même essentiel, c'est que on commence le comics, c'est la meuf du Docteur Manhattan. La quoi ? Là, c'est sa meuf, quoi. Ok. Sa petite copine, quoi. Laurie et le Docteur Manhattan ont une relation depuis la fondation de Watchmen. Oui, quitte Jane pour elle, explicitant que c'est parce que en fait Spectre Soyeux elle a 16 ans et puis qu'il la mate, et puis l'autre en fait elle est en train de vieillir. Est-ce que c'est vraiment une attirance physique ? Parce qu'il y a aussi ce qu'il explique à un moment, c'est lui il ne vieillit pas, les autres vieillissent autour de lui, et que ça lui cause quand même du souci. Spectre Soyeux, donc, qui est payé par l'État pour être la copine de Dr Manhattan. Oui. Ça, c'est un truc qui est développé dans le comics aussi et qui est zappé dans le film même carrément. C'est que quand le Docteur Manhattan, du coup, finit par se barrer sur Mars, elle perd son emploi, elle perd sa maison, elle perd son salaire. Elle se retrouve un petit peu à la rue. C'est là qu'elle va habiter chez Dan après, quoi. En gros, elle est payée pour être la meuf du Docteur Manhattan. Sachant que
Leur relation est très particulière, puisque Dr Manhattan étant en train de finir de devenir complètement autre chose qu'un humain, il s'intéresse plus des masses à elle, et ça lui fait... c'est ce qui lui fait péter un boulon, d'ailleurs. Elle a de l'empathie pour lui, mais commence vraiment à le considérer comme un connard. Après avoir largué Dr Manhattan, elle se met à la colle avec Dan. C'est là qu'en fait, elle va reprendre ses activités de super-héroïne. Ah, ça la titille quelque part, mais surtout, comme Dan est devenu beaucoup plus amorphe, elle essaye de le réveiller un peu aussi. Suite à ça, il passe à l'acte, à proprement parler, dans l'archi. Voilà, tout est consommé. Pour finir avec elle, il y a sa discussion avec Dr Manhattan sur la planète Mars. Dans le film, il utilise ses pouvoirs pour lui montrer son passé. Dans la BD, c'est au fil de la discussion, elle dit « Ah mais tiens, je me souviens de ça, je me souviens de ça », et puis finalement, elle se rend compte que le comédien, c'est son père. Ce qu'elle ignorait jusqu'alors, et c'est un choc. C'est un truc que j'ai remarqué, je trouvais le design dans le film, c'est de la structure que crée le Dr Manhattan, beaucoup plus joli que dans le comics. Oui. Et en lisant le comics, je me suis aperçu que, par contre, celle du comics, du coup, ressemblait beaucoup plus à une fabrication d'horloge. Logique, puisque c'est le Dr Manhattan, le fils d'horloger. Et oui, nous y reviendrons. Parlons un petit peu du hibou. Il est riche. Papa était banquier, il lui a légué sa fortune. Fan d'ornithologie, de mythologie, de héros, etc. C'est un fan du premier hibou. Il demande carrément à Hollis Mason, est-ce que je peux reprendre ton identité du hibou? C'est ça. Et l'autre dit, vas-y petit, allez, vole de tes propres ailes. Et donc, voilà, il va développer plein de gadgets, plein de matériel pour s'aider à combattre le crime, dont Archie. Archie qui sait tout faire, même le café. Apparemment, il n'y a pas d'allume-cigare. Il n'y a pas d'allume-cigare, parce qu'il ne fume pas, mais il y a une machine à café, puisque dans la BD, il l'utilise. Ils font des cafés pour tout le monde, après les avoir sauvés. Le hibou, je pense que c'est un petit peu l'étalon humanité du film et du comics. C'est-à-dire que c'est un petit peu Monsieur Tout-le-Monde. C'est le plus policé, le plus normal, en quelque sorte. C'est ça. Avec le riz. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, ils n'ont pas trop de traumatisme, ils sont pas trop fanatiques, pas trop excentriques. C'est ça. En fait, il est devenu super-héros parce que ça le faisait kiffer, quoi. Mais il n'a pas de raison particulière. Voilà, personne n'a tué ses parents, violé son chien, tué son chat. Autant, j'évoquais tout à l'heure son côté plus timide. Quand il reprend l'activité de super-héros, par contre, on dirait que ça réveille vraiment quelque chose en lui. Et on se rend compte qu'il était totalement éteint jusqu'à ce que ça revienne. Et après... Là, pour le coup, c'est lui qui mène les opérations. Il pète un câble, littéralement, quand il apprend la mort de Hollis Mason. La mort de Hollis Mason, qui elle n'est pas mentionnée dans le film. Des voyous font l'amalgame parce qu'ils entendent parler du hibou. De la libération de Rorschach par le hibou. Voilà, et ils font un amalgame, ils pensent que c'est le vieux hibou qui a fait ça, donc ils vont retrouver Hollis Mason qui est dans son garage. Et ils l'ont passé à tabac et ils le tuent. Mais effectivement, je pense que tu as raison, je pense que en fait, il abandonne le métier de héros costumé avec la loi Keane, voilà, ils sont tous obligés d'arrêter. Je pense que c'est finalement peut-être lui que ça ronge le plus, parce que finalement, quand il reprend, il y va à fond. Ouais, il va à fond. Enfin non, il y en a un qui s'en fout complètement de la loi Keane, c'est Rorschach, donc on va peut-être parler de lui. Oui. Donc Rorschach, effectivement, lui, il a un bagage beaucoup plus lourd, une maman prostituée. À l'âge de 10-12 ans, il agresse des jeunes dans la rue qui l'ont insulté. Alors dans le comics, il va assez loin, il crame l'œil d'un gars avec sa propre cigarette, il défonce les autres. Voilà, ce qui n'est pas non plus expliqué dans le film, c'est qu'à partir de ce moment-là, il est placé, en fait, en orphelinat. Où il va rester, forcément, jusqu'à sa majorité, et puis ensuite, voilà. Et ce qui est expliqué dans le comics, par contre, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un gamin qui a des très bons résultats scolaires et qui est assez brillant. Le problème, c'est surtout qu'il est complètement dingue. Et d'ailleurs, quand il se fait arrêter, tout le passage avec le psy, où on raconte l'histoire de Rorschach. On comprend qu'il y a des étages dans sa folie, son passé, sa mère, etc. Et puis donc cette escalade avec cette fameuse affaire de la petite fille,
Là, Ça. il va complètement virer. Où il va commencer à estimer que tout ce qu'il faisait avant, de toute façon, c'était naze, parce que, bon, bah, il laissait filer les brigands, il les enfermait et tout. Alors qu'en fait, bah, ce qu'il faut faire, c'est les massacrer, quoi. C'est marrant parce que c'est une réflexion qui va se faire aussi aux Ozymandias, on y reviendra. Rorschach, plutôt direct, il y a un méchant, je le bute. Ozymandias, ça va prendre d'autres ampleurs. Maintenant, le combat de Rorschach, c'est le combat contre le mal sous toutes ses formes. Voilà, pour lui, il est une espèce de visage de la justice. Bon, il avance masqué comme la justice. C'est le premier à se poser des questions sur la mort du comédien. Et c'est toujours le grain de sable dans le rouage. Toujours avec l'idée de poursuivre son idée fixe de son but, de ne pas se laisser détourner, sans compromission, comme il dit. Donc voilà, Rorschach, qui est le moteur du film de toute façon, qui met tout en mouvement. Ça, c'est son rôle de grain de sable, qui est celui qui va pousser tous les autres, donc motiver le hibou à violer la loi, puis en allant le libérer. Alors que le hibou avait déjà reçu la visite d'un flic dans le comics. Parce que dans le film, il n'en a pas. Mais avait déjà reçu la visite d'un flic qui soupçonnait que c'était lui le hibou et qui l'a prévenu que, bon, sauver des gens, c'était bien, mais qu'il fallait pas que ça aille plus loin. Voilà, Rorschach, c'est le moteur. Voilà, le truc, quand tout le monde est d'accord pour organiser un mensonge généralisé pour garder le monde en paix, lui, il dit non, 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 sachant que pour pouvoir lui faire fermer sa gueule, Dr Manhattan est obligé de le transformer en Hachi, quoi. Oui, en Rorschach sur la neige. Par contre, son esprit de contestation et son sans compromis survivra, puisque de toute façon, il a déjà envoyé son journal de guerre avec toutes les révélations dedans à un journal. Qui n'aura peut-être pas le même poids dans le comics que dans le film. Bah, le truc, c'est que dans le comics, voilà, c'est dans un journal d'extrême droite. Mais cela dit, on sent que ça va merdouiller, quoi, de toute façon. Le plan parfait, il y a toujours un grain de sable dedans. Voilà, le grain de sable, c'est toujours le même. Dr Manhattan ? Dr Manhattan, John Osterman, physicien nucléaire. Fils d'horloger, c'est son père qui l'a poussé dans la voie de la physique nucléaire. Voilà. Alors, dans le film, il raconte, quand Einstein a découvert la relativité, il a voulu cesser son activité d'horloger. Dans le comic, c'est un peu plus pragmatique, c'est l'avenir, c'est pas les montres, c'est la science, la bombe nucléaire. On va faire de la physique. Un peu à l'image de Laurie, d'ailleurs, il n'a pas choisi son destin, quoi. C'est son père qui l'a poussé. Il va se mettre là-dedans, il va réussir, il va travailler sur un projet nucléaire secret, voilà. Jusqu'à l'accident où, en allant chercher sa montre à lui dans le film... Oui, dans le comics, c'est la montre de Jenny Slater. Donc il va chercher, et le truc, c'est que, évidemment, le gars, il a une montre à poser quelque part, il la dépose au milieu de l'expérience qu'il est en train de faire. Bon, ça c'est le truc. Bon. Ah, les scientifiques. Quelle bande de tête en l'air. Voilà. Donc intervient l'accident qui explose en fait toutes ces particules, et après il est obligé de se reconstruire petit à petit, morceau par morceau. Cet exercice de reconstruction moléculaire lui donnera ensuite la capacité de le faire un peu avec tout ce qu'il a sous la main. Et lui donnera en plus cette espèce de vision du temps qui est particulière. Voilà. Cette vision du temps ne concerne que lui, que son propre passé, son propre futur, et que voilà, il explique qu'en gros tous les moments du temps sont simultanés, quoi. Et ce qui fait que quand il raconte son histoire, c'est complètement décousu. On arrive à suivre quand même, mais c'est très décousu. Donc c'est un petit aperçu de sa façon de penser, et on commence à mieux comprendre pourquoi Laurie pétait un câble. À côté de ça, c'est un personnage extrêmement puissant, avec des pouvoirs quasi divins, qui va, malgré tout, se montrer un peu passif, voire très passif dans certaines occasions. Par exemple, quand Nixon lui demande de s'engager pour le Vietnam, à aucun moment il dit non, quoi. Il y va, il crame du Viet Cong, et puis finalement... la guerre est réglée en 2 jours. Au fil du récit, il se détache de l'humanité, en fait. Ouais. Il passe à un autre état d'existence. La seule fois où il se remet en question,
Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un moment important, c'est quand il parle avec Laurie sur la planète Mars, et où il se rend compte que de la valeur en fait de la vie humaine, en disant que c'est un peu comme si l'oxygène se transformait en or. En tout cas, il change d'avis, ce qui lui arrive assez rarement, effectivement. Et donc, le docteur Manhattan sert un petit peu de balance sur l'équilibre géopolitique. Il sert un petit peu de dissuasion nucléaire contre l'URSS. C'est une arme de dissuasion qui a ses limites, mais bon, qui existe. L'équilibre va être chamboulé quand le docteur Manhattan va s'exiler sur Mars, et que Laurie l'ait quitté, il va se désintéresser pour le coup complètement de ce qui se passe autour de lui. Et du coup, les Russes vont voir ça d'un œil un petit peu intéressé, et commencer à bouger quelques pions. Donc voilà, le docteur Manhattan va disparaître pour une bonne partie de l'intrigue, et reviendra pour la fin pour le dénouement. Dans les deux cas, même si le dénouement est différent. Sachant que, petit à petit, comme je disais, il quitte son statut d'humain pour accepter son statut de dieu, entre guillemets, et qui réfléchit à la possibilité de créer de la vie. Alors, Ozymandias, un orphelin qui s'est fait tout seul. Alors voilà, il a un parcours un peu particulier. Il a des parents extrêmement riches qui décèdent et qui lui lèguent évidemment l'entièreté de leur fortune, mais arrivé à ses 18 ans, comme il a envie de défis, il donne tout cet argent à des œuvres caritatives et il va se construire sa propre vie lui-même et il deviendra à nouveau millionnaire milliardaire assez rapidement. À côté de ça, toujours dans cette envie de défi et sans doute de justice, il va se créer un avatar de justicier, Ozymandias. Il a des envies de grandeur, il a des objectifs vraiment supérieurs. Il dit que le seul humain avec qui il aurait envie de discuter, c'est Alexandre le Grand. Pour la petite histoire, Ozymandias est le nom grec de Ramsès II. Après donc un moment où il est un justicier assez classique à redresser les torts, arrêter les voleurs de banque, je ne sais quoi, il se rend compte que son action est limitée, voire contre-productive. Voilà, il y a un déclic à un moment où il se dit mais dans un monde où finalement c'est peut-être les banquiers les voleurs, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à arrêter les voleurs de banque, quoi. Et donc il va déjà arrêter son activité de justicier costumé 2 ans avant la loi Keane. Il va se lancer à fond dans ses affaires financières et il va à partir de ce moment-là réfléchir complètement son activité de sauveur de monde, de justicier, pour faire ça à grande échelle et donc qui va mener à son plan ultime. La paix universelle. Mon cher Tato, la paix universelle, comment ça marche? Eh ben, c'est simple. Si tout le monde a peur d'une menace très importante, eh ben, les gens ils n'oseront pas se faire la guerre entre eux, puisqu'ils ont besoin de faire front commun. Une grosse différence entre le comics et le film, c'est cette menace. Quelle est-elle, cette menace? Alors, dans le film, cette menace, c'est Dr Manhattan. Ozymandias arrive à reproduire le type d'énergie émise par Dr Manhattan, et fait exploser les 15 villes les plus importantes du monde. Je sais pas, j'ai pas compté. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est les 15 villes les plus importantes du monde. Allez. Bon, New York, Moscou, Paris, Londres. Partant pour 15, moi ça me va, c'est un bon chiffre. Donc il les fait péter, et quand les gens analysent la signature énergétique, eh ben, ah, merde, c'est Dr Manhattan. Bon. Et là, Nixon fait son grand discours, oui, il faut faire attention à la menace qu'est Dr Manhattan et tout ça, et bref, il fait porter le chapeau. Ce qui fonctionne et ce qui implique encore plus le Dr Manhattan à la fin, quand il s'agit de dire est-ce qu'on révèle ou non la supercherie d'Ozymandias. C'est ça. Puisque pour le coup, il est impliqué personnellement dans le massacre et donc dans le mensonge. Dans le comics, c'est différent. C'est beaucoup plus tentaculaire. Tout vient, bon, malgré lui, encore une fois, du Dr Manhattan. Le Dr Manhattan, un de ses principaux pouvoirs, c'est de se téléporter. Il fait ça tout le temps. Et Ozymandias s'est dit, ah, ce serait bien d'arriver à faire de la téléportation. Et donc, il a développé ça au début comme simple sujet de recherche. Mais il s'est rendu compte que tout ce qu'il téléportait explosait. Et donc, à partir de là, un plan tordu a germé dans sa tête. Il a décidé de créer une espèce d'extraterrestre géant qu'il va téléporter à un endroit. Et donc, au bout de la téléportation, il va exploser. Non seulement il explose, mais en plus il y a une espèce de
déflagration psychique. Parce qu'en fait, dedans, il a mis un cerveau de médium, en fait, surdimensionné. Voilà, cloné, boosté génétiquement. Il va tuer tout le monde dans la proximité immédiate et donner un mal de crâne à tous les médiums du monde. C'est ça. Une histoire qu'il bâtit autour de ça. Il y a une invasion extraterrestre ou extradimensionnelle d'une créature qui arrive, qui meurt en arrivant, mais qui donc arrive, malgré sa mort immédiate, à tuer beaucoup de monde à ce moment-là. Ayant cette menace, évidemment, comme on disait tout à l'heure, les gens sont obligés de faire front en cas de véritable invasion de ces bestioles. Comme je disais tout à l'heure, la série actuellement diffusée est beaucoup plus proche du comics que du film, donc c'est cette version-là qui a été retenue. Donc si vous voyez des poulpes, des petits ou des gros, vous saurez pourquoi. Sa méthode, à lui-même, ne lui plaît pas vraiment, quoi. Parce qu'il regrette de devoir tuer autant de monde pour mener ce projet. C'est pour ça qu'il a ses écrans de télé, pour voir les gens, pour voir la vie, et pour quelque part pour s'excuser à sa façon auprès d'eux. Donc c'est sans doute, je pense, le personnage qui, dans le film, est, je vais pas dire sous-exploité, parce que il fait le boulot, mais où on explique beaucoup moins son passé, on passe beaucoup moins de temps sur Ozymandias que sur les autres. L'intérêt de lire le comics, c'est que, d'un point de vue technique, c'est extrêmement bien fait, avec un gaufrier très régulier, avec des exercices de style un peu partout. On a souvent des cases qui reviennent, des symboles qui reviennent. On peut parler par exemple du chapitre Terrible Symétrie, où en fait les premières pages de la bande dessinée font un écho direct aux dernières pages en sens inverse. C'est un épisode sur Rorschach. C'est l'épisode sur Rorschach, ouais. Un comics multicouche, on peut le lire et le relire de multiples fois et découvrir, effectivement, en cherchant les détails, pas mal de petites choses. Il y a une petite chose aussi, c'est qu'on parle tout à l'heure du film. On parle de la version qui est sortie en salle donc en 2009. Parce qu'il y a eu d'autres versions depuis. Oui, alors il y a eu un Director's Cut et un Ultimate Cut, beaucoup plus complet. Voilà, réintègre des éléments du comics. Réintègre des éléments, comme par exemple, dans le comics, il y a une BD dans la BD, en fait. Il y a un gars à côté d'un marchand de journaux qui lit toujours une BD de pirate. Voilà, l'histoire d'un naufragé. Voilà, cette BD qui est présente dans la BD, qui est très présente dans la BD. Et elle fait écho aux événements de Watchmen. De manière assez macabre. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc dont il parle pas dans le film. C'est le vendeur de journaux qui revient régulièrement et qui représente la vie de l'homme de la rue, en fait, sur les événements qui sont en train de se passer. Et on voit l'évolution, en plus, de leur mode de pensée au fur et à mesure. Deux petites choses à rajouter sur cette fin de vidéo. Premièrement, on va remercier officiellement la plateforme lescomics.fr de nous avoir invités à intégrer le collectif, puisqu'en fait ils nous ont invités avant qu'on sorte la dernière vidéo, mais pas avant qu'on la tourne, donc on n'a pas pu les remercier dans la dernière vidéo. Voilà qui est fait, merci les gars. Merci les gars, vous êtes top. Et aussi un petit mot de remerciement pour Greg, qui est le patron de ce bel établissement, le Pop Culture Café, lequel nous tournons actuellement, qui est un café, comme son nom l'indique, orienté sur la pop culture. Vous pourrez trouver par exemple des comics, des mangas, de d'ouvrages sur le cinéma, des jeux de société, des jeux vidéo, un décor de folie, des figurines, un endroit qu'il est bien, j'ai envie de dire. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes bien toi ici par exemple? En fait j'aime tout. Ah, t'aimes tout. J'aime tout, je veux habiter ici. Les commentaires, les pouces bleus, les cloches, aimez-nous. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas, ne regardez pas que les gardiens, regardez-nous aussi. Oh. Hey, t'as vu ça, celle-là, tu pensais Yes. pas. Ça fait 3 heures que je la travaille. T'as pas de montre, comment tu sais? Tu n'es pas un Watchman. Non, moi je suis un clampin de base.